Le sang gouttait lentement du poignet d'Amélie Dubois, traînant une ligne écarlate sur le sol lisse du terminal de l'aéroport Charles de Gaulle. Les menottes, trop serrées, mordaient sa peau, et chaque pas sous l'escorte brutale des agents de sécurité semblait amplifier la douleur. Pourtant, à seulement 17 ans, cette lycéenne brillante gardait une dignité presque surnaturelle. Ses yeux sombres, profonds comme un ciel d'orage, restaient fixes, défiant les regards curieux des voyageurs qui s'arrêtaient pour observer la scène. Les murmures s'élevaient, certains choqués, d'autres jugeant déjà cette jeune fille à la peau d'ébène menottée comme une criminelle. « Qu'a-t-elle fait ?» chuchotait une femme à son compagnon, tandis qu'un homme en costume filmait discrètement avec son téléphone. Amélie, elle, ne fléchissait pas. Elle savait que ce moment, aussi humiliant soit-il, n'était pas le fruit du hasard. C'était une épreuve, un piège tendu par des forces qu'elle ne comprenait pas encore pleinement. Mais elle connaissait sa vérité, et elle s'y accrochait comme à une ancre. Elle était Amélie Dubois, fille de Philippe Dubois, le discret mais puissant PDG d'Étoile d'Azur, la compagnie aérienne qui opérait ce vol. Elle était une élève modèle, en route pour un entretien crucial à l'école polytechnique, l'une des institutions les plus prestigieuses de France. Et pourtant, ici, dans cet aéroport grouillant de vie, elle n'était qu'une cible, marquée par la couleur de sa peau. Amélie avait toujours été exceptionnelle. À l'Académie Sainte-Geneviève, un lycée privé huppé de Paris, où les élèves étaient majoritairement issus des élites françaises, elle s'était imposée par son intelligence et sa détermination. Ses notes parfaites, son score irréprochable au baccalauréat anticipé et son projet de recherche sur l'aérodynamique durable lui avaient valu une invitation à l'entretien pour le programme d'ingénierie aérospatiale de l'École polytechnique. Mais ce n'était pas seulement son excellence académique qui la distinguait. C'était sa capacité à naviguer dans un monde qui, trop souvent, la regardait avec méfiance ou condescendance. Fille d'un père qui avait gravi les échelons jusqu'à devenir PDG d'une grande compagnie aérienne, Amélie aurait pu se reposer sur les privilèges de son nom. Mais Philippe Dubois, un homme à la fois charismatique et discret, avait élevé sa fille dans une philosophie bien particulière. Le succès sans respect n'a aucune valeur, lui répétait-il souvent. Pour éviter tout soupçon de népotisme, il avait même choisi d'opérer sous un nom d'emprunt dans ses affaires, séparant strictement sa vie professionnelle de sa vie familiale. Ainsi, peu de gens dans l'industrie savaient que la jeune Amélie, avec son sourire discret et ses manières polies, était la fille du PDG d'Étoile d'Azur. À l'académie, Amélie avait appris à encaisser les micro-agressions quotidiennes. Les regards surpris de certains professeurs lorsqu'elle résolvait un problème mathématique complexe en un temps record. Les commentaires maladroits de camarades sur ses cheveux crépus qu'il voulait toucher comme s'ils étaient une curiosité. Les erreurs répétées où on la confondait avec l'autre élève noire de sa classe, une fille qu'elle ne connaissait même pas. Ces petites humiliations, comme des gouttes d'eau usant une pierre, l'avaient endurcie. Elle avait appris la patience, la retenue et l'art de choisir ses batailles. Lors de leur dernière conversation avant son départ pour l'entretien, Philippe l'avait mise en garde. « Le monde ne verra pas toujours ton talent en premier, Amélie. Il verra ta peau. Souviens-toi de qui tu es, surtout quand les autres l'oublient. » Elle avait hoché la tête, pensant qu'elle comprenait. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu la préparer à ce qui l'attendait à l'aéroport Charles de Gaulle ce jour-là. Le premier signe de problème apparut au comptoir d'enregistrement. Alors que les autres passagers, majoritairement blancs, passaient sans encombre, l'agent d'Étoile d'Azur, une femme d'une quarantaine d'années au chignon impeccable, examina la carte d'identité d'Amélie avec une méfiance exagérée. Pendant près de 5 minutes, elle compara le visage de la jeune fille à la photo, ses yeux plissés scrutant chaque détail comme si elle cherchait une fraude. « Y a-t-il un problème ?» demanda Amélie, sa voix calme mais ferme, fidèle à l'éducation qu'elle avait reçue. « Je fais juste mon travail », répondit l'agent d'un ton sec, avant d'imprimer enfin son billet d'embarquement, avec une réticence visible. Amélie remarqua que les autres agents souriaient poliment aux passagers, un privilège qu'on ne lui accordait pas. En récupérant son billet, elle se dirigea vers la sécurité, calculant mentalement combien ces retards pourraient perturber son emploi du temps méticuleusement planifié.
Elle avait prévu d'arriver à l'avance pour réviser ses notes pour l'entretien, mais chaque minute perdue semblait la rapprocher d'un obstacle invisible. À la sécurité, l'attention indésirable se poursuivit. Contrôle aléatoire, annonça bruyamment un agent de la TSA, un homme corpulent au regard froid, en la tirant de la file. Pendant que des dizaines de passagers passaient sans être inquiétés, le sac à main d'Amélie fut vidé, chaque objet examiné avec une minutie exagérée. Ses cheveux crépus furent palpés sans ménagement, sous prétexte de contrôle. Debout dans le scanner, les bras écartés, elle garda son sang-froid, se remémorant les conseils de son père. Lorsqu'elle fut enfin autorisée à passer, elle vérifia son billet d'embarquement tout en rangeant ses affaires. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Une petite marque rouge dans le coin du billet, un symbole qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Des années à observer les affaires de son père lui avaient appris à repérer les détails. Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un l'avait marqué, comme un signal pour la cibler à chaque étape. Son cœur s'accéléra. Elle comprit que son voyage, loin d'être une simple formalité, venait de devenir un parcours semé d'embûches. Le processus d'embarquement pour le vol 1824 d'Étoile d'Azur fut fluide pour la plupart des passagers, mais pas pour Amélie. Malgré son billet en première classe, elle fut arrêtée pour un autre contrôle aléatoire à la porte d'embarquement. L'agent, un jeune homme nerveux, fouilla son sac avec une telle insistance qu'il dérangea ses notes soigneusement préparées pour l'entretien à l'école polytechnique. Lorsqu'elle monta enfin à bord, elle se dirigea vers le siège 3A, sa place en première classe près du hublot. Mais avant qu'elle ne puisse s'installer, un brouhaha attira son attention. Un homme d'affaires blanc, la cinquantaine, vêtu d'un costume coûteux, discutait bruyamment avec un autre passager quelques rangées plus loin. Une hôtesse de l'air, Élise Moreau, une femme blonde au sourire professionnel, intervint pour calmer la situation. « Monsieur, montrez-moi votre billet. Je vais régler cela, » dit-elle avec une douceur mielleuse. L'homme, qui se présenta plus tard comme Jacques Laurent, brandit son billet avec arrogance. « J'ai payé pour la première classe et c'est ce que j'attends, » lança-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Élise hocha la tête avec sympathie. « Bien sûr, monsieur Laurent, vous êtes au siège 3A, par ici. » Amélie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle s'avança, son billet à la main. « Excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. Le siège 3A est le mien. » Elle tendit son billet, sa voix posée mais ferme. Élise jeta à peine un coup d'œil au document avant de la balayer d'un revers de main. « Il doit y avoir une erreur avec votre billet. Monsieur Laurent a clairement ce siège. » Le sourire qu'elle avait offert à Laurent se transforma en une grimace froide lorsqu'elle s'adressa à Amélie. « Mais mon billet indique la même place, » insista Amélie, gardant son calme malgré la colère qui montait en elle. Plusieurs passagers commencèrent à filmer la scène, sentant la tension. La voix d'Élise se durcit. « Mademoiselle, cessez de causer des problèmes et de retarder le départ. Il y a plein de places en classe économique. » Amélie connaissait les règles de la compagnie par cœur, grâce aux conversations avec son père. Selon la politique d'Étoile d'Azur, en cas de conflit de siège, les billets doivent être vérifiés avec le manifeste des passagers, déclara-t-elle calmement. Les yeux d'Élise s'étrécirent, son autorité mise à l'épreuve. « Je vais appeler mon superviseur », lâcha-t-elle en saisissant le téléphone de la cabine. Quelques instants plus tard, Pierre Dupont, le chef de cabine, arriva. Grand, imposant, il toisa Amélie sans même vérifier son billet. « Mademoiselle, nous devons faire décoller cet avion. Nous pouvons vous offrir un siège au milieu en classe économique, ou vous prenez le vol suivant demain. » L'injustice était écrasante. L'entretien à l'école polytechnique ne pouvait pas être reporté. Ravalant sa fierté, Amélie hocha la tête en silence, rassemblant ses affaires. Mais alors qu'elle se dirigeait vers l'arrière de l'avion, elle entendit Élise murmurer à une collègue. « Je ne veux pas de son genre ici. La première classe a des standards. » Les mots, comme un poignard, confirmèrent ce qu'Amélie savait déjà. Ce n'était pas une question de siège, mais de couleur de peau. En classe économique, coincée entre deux passagers qui l'ignoraient,
Amélie observait Jacques Laurent siroter un champagne en première classe, un sourire satisfait aux lèvres. Élise passait régulièrement dans l'allée, jetant des regards méprisants à Amélie. Lors d'un passage, elle l'entendit dire à une autre hôtesse: « Il faut la surveiller. Ces gens-là deviennent agressifs quand ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. » Le racisme, drapé dans une fausse sollicitude professionnelle, la fit frissonner. Déterminée à ne pas se laisser distraire, Amélie sortit son ordinateur portable pour réviser sa présentation pour l'école polytechnique malgré l'espace exigu. Mais une turbulence soudaine fit glisser son ordinateur dans l'allée. Avant qu'elle ne puisse le ramasser, Élise s'en empara avec une rapidité suspecte. « À qui est-ce » lança-t-elle en brandissant l'appareil. Amélie leva la main. « C'est le mien. Il est tombé à cause de la turbulence. » Élise plissa les yeux. « C'est un modèle très cher. Où l'avez-vous eu » La question, lourde de sous-entendus, flottait dans l'air. « C'est le mien » répéta Amélie, ferme. « Je l'utilise pour mes projets d'ingénierie. » Élise se tourna vers un passager blanc à l'avant. « Monsieur, avez-vous perdu votre ordinateur » L'homme perplexe sembla hésiter, mais sous le regard insistant d'Élise, il marmonna. « Oui, je l'avais sorti plus tôt. » « C'est impossible, » protesta Amélie. « C'est mon ordinateur, mon nom est sur l'écran de verrouillage. » Élise alluma l'appareil, révélant un brouillon de la candidature d'Amélie pour l'école polytechnique. Mais elle secoua la tête. « Ça ne prouve rien, vous auriez pu le voler dans le sac de quelqu'un. » Amélie sortit sa carte d'étudiante. « Regardez, mon nom est sur la carte et sur l'ordinateur. » Mais Élise l'ignora, son verdict déjà rendu. « Le vol est une accusation grave. Nous prenons la sécurité très au sérieux ici. » Les passagers autour d'Amélie s'écartèrent, comme si elle était contagieuse. L'interphone grésilla soudain. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant. En raison d'une situation de sécurité à bord, nous allons effectuer un atterrissage imprévu à Lyon. Veuillez rester assis. » Mona. Un murmure parcourut la cabine. Les regards se tournèrent vers Amélie, la jugeant déjà coupable. Elle comprit alors pleinement les paroles de son père. Ce n'était pas une simple erreur, c'était une attaque contre son droit même d'exister dans un espace qu'on estimait ne pas être le sien. À l'atterrissage à Lyon-Saint-Exupéry, l'ambiance était tendue. Des véhicules de sécurité attendaient, gyrophares allumés. 4 agents armés montèrent à bord, menés par Élise et Pierre. « C'est elle !» déclara Élise en pointant Amélie, comme si elle désignait une fugitive. « Levez-vous lentement, les mains visibles » ordonna l'agent principal, la main sur son arme. Amélie obéit, sa voix ferme malgré la peur. « Je n'ai rien fait de mal. » Pierre intervint avec un discours répété. Cette passagère a eu un comportement agressif, a refusé de suivre les instructions et est soupçonnée de vol. Chaque mensonge était comme un coup. « Je coopère, » dit Amélie pour les téléphones qui filmaient. « Pas besoin de menottes. » Mais l'agent serra les menottes si fort que la douleur lui coupa le souffle, et le sang commença à couler. Des passagers protestèrent. « C'est excessif !» cria une femme âgée. « C'est une enfant !» lança un autre. Mais Élise continua. « Elle a été hostile depuis l'embarquement. Nous craignons pour la sécurité. » Escortée dans l'allée, Amélie sentit l'humiliation la brûler. Dans le terminal, les regards la suivirent, les jugements hâtifs pesant sur elle. « Je veux passer un appel » demanda-t-elle calmement. « J'ai des droits. Je suis mineure et seule. » Un agent ricana. « Les criminels n'ont pas de droits. Tu appelleras ton père depuis la cellule. » Dans la salle de détention, une pièce froide au mur blanc, Amélie fut poussée sur une chaise. La douleur dans ses poignets s'intensifiait. Seule, elle pensa à son entretien, à ses rêves, menacés par cette injustice. Puis la porte s'ouvrit. Le chef de la sécurité, Gérard Lambert, un homme robuste aux yeux froids, entra avec un dossier. « Asseyez-vous » aboya-t-il. « J'ai besoin de soins » dit Amélie, montrant ses poignets. Il l'ignora, ouvrant le dossier. « Vol, comportement perturbateur, refus d'obéir. Ça suffit pour vous interdire de vol à vie. » Amélie répondit calmement. « Rien de tout cela n'est vrai.
J'avais un billet valide. Mon ordinateur m'appartient. Tout est fabriqué. Lambert ricana. Ce n'est pas ce que disent les témoins. Signez cette confession, et on pourrait réduire les charges. Amélie refusa. Je ne signerai rien de faux, et j'ai droit à un appel. À cet instant, une jeune agente, Claire Martin, entra avec une trousse de premiers soins. Monsieur, le protocole exige des soins pour toute blessure visible, dit-elle doucement. Lambert la fusilla du regard mais acquiesça. Pendant que Claire soignait les poignets d'Amélie, leurs regards se croisèrent. Claire semblait mal à l'aise, comme si elle savait que quelque chose clochait. Lambert fouilla les affaires d'Amélie, tombant sur sa lettre d'invitation à l'école polytechnique. Une bourse d'ingénierie? Ça doit être un faux, marmonna-t-il, mais une lueur de doute traversa son visage. Claire murmura « C'est une lettre officielle ». Lambert l'ignora. « Un appel, vite !» dit-il en poussant le téléphone vers Amélie. Les mains tremblantes mais résolues, Amélie composa le numéro de son père. Philippe répondit immédiatement, sa voix chaude contrastant avec la froideur de la pièce. « Papa, j'ai besoin d'aide », dit-elle, sa voix vacillant pour la première fois. Elle expliqua rapidement la situation. « Mets-moi sur haut-parleur », ordonna Philippe. Amélie obéit. « Ici, Philippe Dubois, PDG d'Étoile d'Azur. À qui ai-je l'honneur ?» Le visage de Lambert passa du mépris à la stupeur. « Gérard Lambert, chef de la sécurité, monsieur, » bégaya-t-il. « Vous avez détenu ma fille sans motif, refusé des soins et tenté de lui extorquer une fausse confession. Est-ce exact? » La voix de Philippe était un mélange d'autorité et de colère contenue. « J'ai accès aux images de sécurité de l'aéroport et je reçois des alertes sur les vidéos publiées par les passagers. Dois-je continuer ou souhaitez-vous corriger votre version? » Lambert pâlit. Amélie, malgré la douleur, sentit un élan d'espoir. Son père arrivait et, avec lui, la vérité commencerait à éclater. Le rugissement des pales d'un hélicoptère déchira le silence du tarmac de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, annonçant l'arrivée de Philippe Dubois comme une tempête imminente. À l'intérieur du salon VIP, où Amélie avait été escortée à la hâte après l'appel bouleversant, la jeune fille observait par la baie vitrée. Son père descendit de l'appareil, vêtu d'un costume anthracite impeccable, son visage fermé mais ses yeux brûlants d'une colère contenue. Ce n'était pas seulement un père venant secourir sa fille. C'était le PDG d'Étoile d'Azur, un homme dont la discrétion légendaire cachait une influence considérable dans l'industrie aéronautique. Amélie, les poignets bandés par les soins hésitants de l'agente Claire Martin, sentit un mélange de soulagement et de tristesse l'envahir. Elle avait toujours voulu se débrouiller seule, prouver sa valeur sans l'ombre de son père. Mais face à l'injustice qu'elle venait de subir, elle comprenait désormais que certaines batailles nécessitaient plus qu'un courage individuel. Philippe entra dans le salon, et son premier geste fut d'enlacer sa fille, examinant ses blessures avec une tendresse qui contrastait avec la tempête qu'il s'apprêtait à déclencher. « Une équipe médicale arrive », murmura-t-il, avant de se tourner vers les officiels de l'aéroport, qui se tenaient nerveusement à l'entrée. « Où est Gérard Lambert ?» demanda-t-il, sa voix douce mais tranchante comme une lame. Le directeur de l'aéroport, un homme bedonnant en costume mal ajusté, bafouilla. « Il prépare son rapport, monsieur Dubois. Soyez assuré que nous prenons cette affaire très au sérieux. » Philippe le coupa d'un geste. « Ce que vous prenez au sérieux est évident par le traitement infligé à ma fille. Je veux Lambert, Élise Moreau et Pierre Dupont ici dans 5 minutes, avec tous les appareils qu'ils ont utilisés pour communiquer pendant cet incident. » Pendant qu'ils attendaient, une équipe médicale entra pour soigner correctement les poignets d'Amélie. Le téléphone du directeur vibrait sans cesse, signe que l'affaire prenait de l'ampleur. Les vidéos des passagers, capturant l'humiliation d'Amélie, commençaient à inonder les réseaux sociaux. Le hashtag #Justice pour Amélie gagnait du terrain, partagé par des anonymes, des militants et même quelques personnalités publiques. Ce qui avait commencé comme un incident isolé devenait un scandale national, mettant en lumière les pratiques discriminatoires dans les transports aériens. Philippe, pendant ce temps, mobilisait ses ressources. Assis à une table du salon,
Il consultait son équipe de sécurité via une tablette sécurisée. J'ai verrouillé les systèmes d'étoiles d'azur pour tout le personnel impliqué, annonça-t-il à Amélie. J'ai aussi contacté le directeur général des aéroports de Lyon, un vieil ami. Il est très curieux de savoir pourquoi sa sécurité détient la fille d'un de leurs plus gros partenaires sans preuve. Amélie, malgré la douleur physique et émotionnelle, sentit son esprit analytique reprendre le dessus. Elle repensa à la marque rouge sur son billet d'embarquement, au comportement coordonné du personnel. « Papa, ce n'était pas un hasard, dit-elle. Quelqu'un m'a ciblé dès le départ. » Philippe hocha la tête, son expression s'assombrissant. « Je commence à le croire. Mes analystes ont trouvé des anomalies dans les communications internes avant ton vol. » C'est alors que Claire Martin, l'agente de sécurité qui avait soigné Amélie, réapparut discrètement. Elle s'approcha, visiblement nerveuse, jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait d'être surveillée. « Monsieur Dubois, je dois vous parler, » murmura-t-elle. Philippe l'invita à s'asseoir, son regard perçant mais encourageant. Claire prit une profonde inspiration. « Je n'étais pas d'accord avec ce qui s'est passé. J'ai entendu des choses, des ordres donnés avant l'arrivée de mademoiselle Dubois. » Il savait qui elle était. Elle sortit un petit enregistreur numérique de sa poche. « J'ai tout enregistré. » Amélie et Philippe échangèrent un regard. Claire activa l'appareil, et la voix de Gérard Lambert résonna. « Faites un exemple de la fille Dubois. Assurez-vous qu'elle comprenne sa place. » Un autre enregistrement capturait Élise Moreau discutant avec Pierre Dupont. « On m'a dit de provoquer un incident. Ils veulent des images embarrassantes pour son père. » Amélie sentit son sang se glacer. Ce n'était pas seulement du racisme individuel, c'était une conspiration orchestrée. Philippe demanda à Claire pourquoi elle prenait ce risque. « J'ai vu trop d'injustice dans ce travail, » répondit-elle, la voix tremblante. « Mais cibler une adolescente comme ça, juste à cause de sa peau, c'était trop. » Amélie, touchée par son courage, lui serra la main. « Merci, » murmura-t-elle. À cet instant, un jeune homme entra dans le salon, escorté par un agent. Il se présenta comme Julien Leclerc, un passager du vol 1824. « J'ai tout filmé, » dit-il, brandissant son téléphone. « J'ai posté la vidéo sur Twitter, et elle devient virale. Les gens sont furieux. » Julien, étudiant en journalisme à Lyon, avait capturé chaque moment. L'arrogance d'Élise, la brutalité des menottes et les protestations des passagers. Sa vidéo, déjà vue par des milliers, montrait Amélie calme et digne face à l'injustice. Philippe remercia Julien, promettant de le protéger contre d'éventuelles représailles. Mais le temps pressait. Amélie devait encore se rendre à l'école polytechnique pour son entretien. Philippe organisa un jet privé pour la transporter directement à Paris. Dans l'avion, père et fille analysèrent les enregistrements de Claire. Les indices pointaient vers un ennemi plus grand. Antoine Lefebvre, PDG de Ciel Éclatant, le principal concurrent d'Étoiles d'Azur. Lefebvre, un homme d'affaires ambitieux connu pour ses tactiques agressives, avait perdu des parts de marché depuis que Philippe avait lancé des routes vers des communautés historiquement mal desservies. « Il veut me discréditer, » dit Philippe, « et il t'a utilisé comme levier. » Amélie, l'esprit vif, fit le lien avec Jacques Laurent, l'homme d'affaires qui avait pris son siège. « Il travaille pour Lefebvre, n'est-ce pas? » Philippe hocha la tête. « Mes équipes creusent. Laurent est vice-président de la stratégie chez Ciel Éclatant. » À Paris, Amélie fut accueillie par une sécurité renforcée à l'école polytechnique, organisée par Philippe pour éloigner les journalistes. Malgré le traumatisme des dernières heures, elle se concentra sur son objectif. Dans la salle d'entretien, face au professeur Isabelle Laurent, une ingénieure réputée, Amélie présenta son projet sur les moteurs d'avion à faible émission avec une clarté impressionnante. Lorsqu'on lui posa une question imprévue sur la dynamique des fluides, elle s'approcha du tableau, résolvant l'équation avec une élégance qui laissa le jury bouche bée. « Remarquable, mademoiselle Dubois, » dit Isabelle, une lueur d'admiration dans les yeux. « Votre approche est originale. Nous avons rarement vu cela chez une candidate de votre âge. »
En quittant la salle, Amélie sentit un bref moment de triomphe, mais il fut vite éclipsé par une nouvelle alerte. Philippe l'attendait dehors, le visage grave. Il lui montra une tablette. Ciel éclatant venait de tenir une conférence de presse où Antoine Lefèvre, avec son charisme patricien, exprimait son inquiétude face au traitement préférentiel accordé à Amélie. Nous respectons les processus internes d'Étoile d'Azur, déclara-t-il aux journalistes, mais il est troublant que les protocoles de sécurité soient contournés pour des raisons familiales. Le cynisme était stupéfiant. Lefèvre retournait l'histoire, se positionnant comme défenseur de l'équité tout en orchestrant une campagne de désinformation. Des clips vidéo truqués circulaient, montrant Amélie sous un jour agressif, hors contexte. Des commentateurs payés inondaient les réseaux avec des questions insidieuses sur les privilèges de la fille d'un PDG. Ils ont même des faux témoins, dit Philippe. 3 personnes prétendent avoir vu perturber le vol, mais elles ne figuraient pas sur le manifeste. Amélie sentit la colère monter, mais elle la canalisa. « Ils veulent nous faire taire, dit-elle, mais ils sous-estiment ce que nous pouvons faire. » À cet instant, son téléphone vibra. Un message d'une inconnue, Sophie Berger, une journaliste indépendante. « J'enquête sur Ciel éclatant depuis des mois, » écrivait-elle. « J'ai des preuves que Lefèvre a acheté des employés d'aéroport et même influencé un juge. Rencontrons-nous. » Philippe vérifia l'identité de Sophie. « Elle est fiable, dit-il. Elle a publié des enquêtes sur la corruption dans l'aviation. » Amélie hocha la tête. « Alors, travaillons avec elle. » Et allô, De retour à leur hôtel sécurisé, Amélie et Philippe rencontrèrent Sophie, une femme d'une trentaine d'années aux lunettes épaisses et à l'énergie débordante. Elle leur montra des documents, des échanges de courriels entre Lefèvre et des intermédiaires, ordonnant de neutraliser la réputation de Philippe via un scandale impliquant sa fille. « Il savait exactement qui tu étais, » dit Sophie à Amélie. « Ce n'était pas une erreur, il voulait te briser pour atteindre ton père. » Un courriel mentionnait même un juge local, Madame Fournier, qui aurait accepté des incitations pour orienter une éventuelle affaire judiciaire. Amélie sentit un frisson. « Ils ont tout prévu, » murmura-t-elle. Sophie hocha la tête. « Mais ils n'ont pas prévu que des gens comme Claire et Julien se lèveraient contre eux, ni que je serais là pour tout publier. » Pendant ce temps, la vidéo de Julien continuait de faire des vagues. Une chaîne d'information nationale, France 24, la diffusa en prime time, provoquant un tollé. Des associations de défense des droits humains appelèrent à une enquête sur les pratiques d'Étoile d'Azur et de l'aéroport. Mais Lefèvre contre-attaqua. Une nouvelle vague d'articles apparut, dépeignant Amélie comme une adolescente privilégiée exigeant un traitement spécial. « Fille de PDG perturbe un vol et crie au racisme », titrait un tabloïd. Les commentaires en ligne étaient brutaux, certains défendant Amélie grâce aux vidéos, d'autres l'attaquant sans preuve. « Ils contrôlent le récit », observa Philippe, « mais pas pour longtemps. » Amélie, épuisée mais déterminée, passa la nuit à analyser les données avec Sophie. Elles trouvèrent un schéma. Plusieurs employés d'aéroport avaient reçu des instructions anonymes sur Amélie avant son vol. « C'est trop organisé pour être spontané », dit Amélie. Sophie acquiesça. Lefèvre a des contacts partout, aéroports, médias, même la justice. Mais il a un point faible, il ne peut pas contrôler tout le monde. Elle montra un message intercepté où Élise Moreau avouait avoir reçu des ordres de créer un incident. « Si Claire témoigne et que ma rédaction publie ça, on peut le faire tomber, » dit Sophie. Au petit matin, Amélie reçut une nouvelle alerte. Lefèvre annonçait un « programme de sécurité impartial » pour contrer l'initiative de diversité que Philippe devait dévoiler. « Ils volent ton projet tout en le sabotant », dit Amélie à son père. Philippe serra les mâchoires. « Alors nous allons riposter, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui subissent ça sans nos moyens. » Alors qu'ils planifiaient leur prochaine étape, aucun d'eux ne remarqua la berline noire garée discrètement près de l'hôtel, un signe que les yeux de Lefèvre étaient toujours sur eux. La bataille pour la vérité ne faisait que commencer, et Amélie savait que chaque pas serait un combat.
Le tribunal fédéral de Paris était un théâtre de tension, où chaque mot prononcé semblait porter le poids d'une nation en quête de vérité. Amélie Dubois, debout aux côtés de son père Philippe, observait la salle comble depuis le banc des plaignants. Les journalistes griffonnaient frénétiquement, les caméras capturaient chaque expression, et les spectateurs, un mélange d'activistes, de curieux et de représentants de l'industrie aéronautique, retenaient leur souffle. Dehors, des manifestants brandissaient des pancartes clamant « Justice pour Amélie » et « Non au racisme dans les airs ». À l'intérieur, l'atmosphère était électrique, presque suffocante. La juge Madame Catherine Leclerc, une femme d'une cinquantaine d'années à la réputation d'impartialité inflexible, entra dans la salle, son regard perçant balayant l'assemblée. « Cette cour ne tolérera aucun spectacle médiatique », déclara-t-elle d'une voix ferme, ajustant ses lunettes. « Nous sommes ici pour examiner des accusations graves de discrimination, de falsification de preuves et de conspiration. Que les parties procèdent avec sérieux. » Voici Théa. Amélie, les poignets encore marqués par les cicatrices des menottes, sentit un frisson d'espoir. Après des semaines de lutte contre un système qui semblait conçu pour protéger les puissants, elle savait que ce moment serait décisif. Mais elle savait aussi que leur adversaire, Antoine Lefèvre, PDG de Ciel Éclatant, n'abandonnerait pas si facilement. La bataille juridique avait atteint son apogée. Amélie et Philippe avaient déposé une plainte retentissante contre Ciel Éclatant, accusant la compagnie de complot, de discrimination raciale et d'espionnage industriel. Ils visaient également Élise Moreau, Pierre Dupont, Gérard Lambert, et même Antoine Lefèvre en personne pour avoir orchestré une campagne visant à humilier Amélie et à saboter l'initiative de diversité d'Étoiles d'Azur. Leur dossier, préparé par leur avocate, Vanessa Moreau, une juriste brillante connue pour son engagement envers les droits humains, était un chef-d'œuvre de preuves. Enregistrements de Claire Martin, vidéos de Julien Leclerc, courriels interceptés par Sophie Berger et analyses numériques montrant des communications entre Lefèvre et des intermédiaires corrompus. Mais Lefèvre, avec son réseau de relations médiatiques et judiciaires, riposta avec une contre-attaque agressive. Ses avocats déposèrent des contre-plaintes pour diffamation et interférence commerciale, présentant Amélie comme une adolescente gâtée exploitant le nom de son père pour obtenir un traitement de faveur. Dans la salle d'audience, Vanessa présenta leur premier témoin, Claire Martin, l'ancienne agente de sécurité qui avait risqué sa carrière pour révéler la vérité. Claire, nerveuse mais déterminée, raconta comment Gérard Lambert lui avait ordonné de surveiller la fille Dubois, avant même son arrivée à l'aéroport. Elle diffusa un enregistrement où Lambert disait « Il faut qu'elle comprenne qu'elle n'a pas sa place ici. Monsieur Lefèvre veut un incident public. » La salle murmura, et même la juge Leclerc haussa un sourcil. Puis vint Julien Leclerc, l'étudiant en journalisme dont la vidéo virale avait déclenché une vague d'indignation. « J'ai tout filmé », déclara-t-il, montrant des images non éditées d'Amélie, calme et digne, face à l'agressivité d'Élise Moreau. Sophie Berger, la journaliste indépendante, monta ensuite à la barre, révélant des courriels prouvant que Lefèvre avait payé pour influencer une juge locale, Madame Fournier, désormais suspendue pour enquête. Mais la défense de Lefèvre contre-attaqua avec une surprise. Ils présentèrent un témoin inattendu, une hôtesse de l'air nommée Marianne Dubois, sans lien de parenté, qui prétendait avoir eu une altercation avec Amélie sur un vol précédent. Son témoignage détaillé et convaincant décrivait une Amélie arrogante et perturbatrice. Vanessa objecta, soulignant que ce vol n'apparaissait pas dans les registres de voyage d'Amélie, mais la juge Leclerc, bien que sceptique, autorisa le témoignage, exigeant une vérification. Amélie sentit son cœur se serrer. Les informations utilisées par Marianne étaient trop précises, comme si quelqu'un avait eu accès à son historique de voyage confidentiel. « Ils ont tout prévu », murmura-t-elle à Vanessa pendant une pause. L'avocate hocha la tête, préoccupée. « Quelque chose ne va pas. Nos preuves, y compris les vidéos de sécurité de l'aéroport, semblent avoir été égarées par le greffe. » L'après-midi apporta un coup dur. La juge Leclerc annonça que, en raison d'incohérences administratives, plusieurs éléments clés du dossier d'Amélie, dont les vidéos de sécurité, ne pouvaient être admis immédiatement.
La salle protesta doucement et Philippe serra la main de sa fille pour la réconforter. Mais Amélie, l'esprit analytique affûté par ses études d'ingénierie, comprit que ce n'était pas un simple hasard. Lefebvre avait des alliés dans le système judiciaire. Vanessa, furieuse, demanda un ajournement pour enquêter sur ce qu'elle qualifia de « sabotage procédural ». Pendant la pause, Sophie Berger reçut un message urgent d'un contact anonyme. Une transcription d'un appel entre Lambert et un intermédiaire judiciaire, confirmant que des preuves avaient été délibérément supprimées. « Nous devons contourner cette cour », dit Sophie. « Si Fournier était corrompu, Leclerc pourrait être sous pression aussi. » Philippe prit une décision audacieuse. Plutôt que de continuer dans cette salle compromise, ils déposèrent une requête d'urgence auprès de la Cour d'appel fédérale, accompagnée des nouvelles preuves de Sophie et d'un affidavit de Claire Martin. Ils contactèrent également la Commission nationale des droits humains, transformant l'affaire en une enquête potentiellement criminelle impliquant plusieurs juridictions. Cette escalade changea la donne. Lefebvre, qui comptait sur le contrôle du tribunal local, commença à perdre pied. Pierre Dupont, le chef de cabine, craqua sous la pression et contacta Vanessa pour négocier une immunité en échange de son témoignage. Il révéla que Lefebvre lui avait personnellement ordonné de provoquer un scandale en ciblant Amélie avec la promesse d'une promotion. Mais Lefebvre tenta un dernier coup désespéré. Dans la nuit, Claire Martin reçut une visite à la maison sécurisée où elle séjournait. Un homme en costume, se présentant comme un « ami » de ciel éclatant, lui offrit 5 millions d'euros pour se taire, assorti de menaces voilées. « Pensez à votre avenir. Monsieur Lefebvre peut vous briser. » Claire, terrifiée mais résolue, enregistra l'échange grâce au système de sécurité de la maison. Cette preuve, transmise à Vanessa, devint l'élément décisif. La Cour d'appel, sous la supervision d'un nouveau juge, M. Raymond Delacroix, accepta les enregistrements et ordonna une enquête fédérale immédiate. Lefebvre, Lambert, Élise Moreau et Pierre Dupont furent inculpés pour entrave à la justice, falsification de preuves et violation des droits civils. Quelques semaines plus tard, Amélie se tenait à un pupitre à l'école polytechnique, devant un auditoire composé d'étudiants, de professeurs et de leaders de l'industrie. Elle venait d'être acceptée dans le programme d'ingénierie aérospatiale, avec une bourse prestigieuse et une offre de recherche sous la tutelle du professeur Martin Beaumont, un pionnier des technologies aéronautiques durables. Mais ce jour-là, elle ne parlait pas seulement de son avenir. Elle annonça la création de la Fondation du bois pour la justice, financée par les dommages-intérêts obtenus dans le procès. Cette fondation soutiendra les victimes de discrimination qui n'ont pas les moyens de se battre, déclara-t-elle, sa voix claire et assurée. Mais surtout, elle financera des programmes éducatifs pour s'attaquer aux racines de l'injustice. Mon intime hitime. Dans la première rangée, Claire Martin, désormais directrice de programme de la Fondation, applaudit avec émotion. Sophie Berger, assise à côté, prenait des notes pour son prochain article, qui promettait de révéler les détails du complot. Philippe monta sur scène pour annoncer les nouvelles réformes d'Étoile d'Azur. Un programme de bourse pour les pilotes issus de minorités, des investissements dans les communautés mal desservies et un conseil de surveillance indépendant composé d'experts en droits humains. Ce qui est arrivé à ma fille n'était pas un incident isolé, admit-il. C'est le symptôme d'un problème structurel. En tant que leader, nous devons démanteler ces systèmes. Les initiatives furent saluées par les associations de défense des droits et plusieurs compagnies aériennes rivales, sous pression publique, annoncèrent des réformes similaires. 3 ans plus tard, Amélie se tenait dans un laboratoire de l'école polytechnique, mettant la touche finale à un prototype d'avion à propulsion hybride, conçu pour rendre le transport aérien plus accessible et écologique. Le chemin n'avait pas été facile. Les nuits blanches à revivre le traumatisme des menottes, les crises d'anxiété avant les examens et les moments de doute sur la capacité du système à changer avaient de marquer son parcours. Mais il y avait aussi eu des triomphes. La condamnation d'Antoine Lefebvre à 7 ans de prison, la mise sous tutelle fédérale de la sécurité de l'aéroport de Lyon et l'adoption de protocoles anti-discrimination dans toute l'industrie. Amélie reçut un message alors qu'elle préparait une présentation pour la Conférence internationale de l'aviation. C'était une alerte.
La dernière appellation de Lefebvre avait été rejetée. La justice, lente mais inéluctable, avait triomphé. En montant à bord d'un vol d'étoiles d'azur pour la conférence, Amélie ressentit un instant de déjà-vu. Mais cette fois, l'hôtesse vérifia son billet avec un sourire sincère. Les agents de sécurité la saluèrent avec respect, reconnaissant l'ingénieur désormais célèbre. Le commandant en personne vint l'accueillir. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel, Amélie regarda les nuages par le hublot, réfléchissant à son parcours. Elle avait transformé son épreuve en un levier pour le changement, non seulement pour elle, mais pour des milliers d'autres. La Fondation du Bois prospérait, Claire Martin formait des avocats pour défendre les victimes, et Sophie Berger continuait de dénoncer les abus de pouvoir. Le professeur Martin Beaumont, son mentor, l'avait félicité pour son prototype, prédisant qu'il révolutionnerait l'industrie. L'histoire d'Amélie Dubois est une leçon de courage et de stratégie face à l'injustice. Elle montre que le racisme, qu'il soit individuel ou institutionnel, peut être combattu par la persévérance, l'épreuve et le soutien de ceux qui, comme Claire, Julien et Sophie, choisissent la vérité au péril de leur confort. La création de la Fondation Dubois illustre comment une victime peut devenir architecte d'un changement systémique, transformant la douleur en progrès. Alors que l'avion survolait l'Atlantique, Amélie sourit légèrement. Le chemin avait été ardu, mais il avait ouvert la voie à un avenir où chacun pourrait voyager avec dignité, sans crainte d'être jugé pour sa peau. L'histoire d'Amélie Dubois, une jeune lycéenne confrontée à une injustice criante dans un aéroport français, est bien plus qu'un simple récit de discrimination. C'est une exploration profonde de la résilience, du courage et de la nécessité de transformer les systèmes défaillants pour garantir l'équité. En tant que Français, où la devise « liberté, égalité, fraternité » est gravée dans l'âme de la nation, cette histoire résonne avec une force particulière. Elle nous pousse à réfléchir sur la manière dont les principes républicains peuvent être bafoués dans la réalité quotidienne et sur notre responsabilité collective à agir pour le changement. À travers l'épreuve d'Amélie, nous découvrons des leçons universelles applicables à la vie personnelle et professionnelle, tout en tenant compte des valeurs culturelles françaises qui prônent la justice, la solidarité et l'engagement civique. L'un des aspects les plus marquants de l'histoire d'Amélie est sa capacité à rester digne malgré l'humiliation. À seulement 17 ans, confrontée à des accusations injustes, à la brutalité physique et à la discrimination raciale, elle n'a jamais cédé à la colère ou au désespoir. Cette retenue reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française, la maîtrise de soi, ou ce que l'on pourrait appeler la retenue élégante. En France, où l'on valorise l'éloquence et la mesure, même dans les moments de crise, Amélie incarne cette qualité. Elle ne répond pas aux insultes par des cris, mais par des faits, des arguments et une calme assurance. Cette attitude nous enseigne qu'il est possible de défendre sa vérité sans perdre sa dignité, même lorsque le monde semble déterminé à vous la retirer. Dans la vie quotidienne, cette leçon peut être appliquée en apprenant à gérer les conflits avec sérénité. Que ce soit face à une injustice au travail, une critique injustifiée ou une confrontation personnelle, garder son sang-froid permet non seulement de conserver son intégrité, mais aussi de gagner le respect des autres. Amélie nous rappelle que la force véritable réside dans la capacité à rester fidèle à ses principes, même sous pression. En France, où les débats intellectuels et les discussions passionnées sont monnaie courante, cette maîtrise de soi est un outil puissant pour faire entendre sa voix sans tomber dans l'agressivité. Un autre enseignement clé de cette histoire est l'importance de la documentation pour combattre l'injustice. Les vidéos des passagers, les enregistrements de Claire Martin et les investigations de Sophie Berger ont été cruciaux pour révéler la vérité. Dans une société française où la transparence et la quête de vérité sont des piliers de la démocratie, cette leçon résonne fortement. La République française, avec son histoire de révolution et de lutte pour la justice, valorise l'idée que la vérité doit être exposée, même face aux puissants. Les actions de Julien, Claire et Sophie montrent que chaque individu, même sans grand pouvoir, peut jouer un rôle déterminant en documentant les abus et en les rendant publics. Dans nos vies, cela signifie qu'il faut être attentif et proactif face aux injustices, même petites. Prendre des notes, enregistrer des conversations, lorsque cela est légal,
ou simplement témoigner de ce que l'on voit peut faire la différence. Par exemple, dans un cadre professionnel, noter les détails d'un incident de discrimination ou d'abus de pouvoir peut servir de preuve pour une plainte formelle. À l'ère des réseaux sociaux, où les Français s'expriment librement sur des plateformes comme Twitter ou LinkedIn, partager des preuves d'injustice peut amplifier une cause et mobiliser un soutien collectif. Cette leçon nous invite à être des citoyens vigilants, prêts à utiliser les outils modernes pour défendre l'équité. L'histoire met également en lumière le rôle crucial des lanceurs d'alerte, comme Claire Martin, qui a risqué sa carrière pour révéler la conspiration. En France, où les scandales comme l'affaire Dreyfus ou, plus récemment, les révélations sur les abus dans certaines institutions ont marqué l'histoire, les lanceurs d'alerte sont souvent perçus comme des héros modernes. Claire incarne ce courage, celui de dire « non » à l'injustice, même au prix de conséquences personnelles. Sa décision de fournir des enregistrements et de témoigner montre que le changement commence souvent par un individu prêt à sacrifier son confort pour le bien commun. Pour nous, cette leçon est un appel à l'action. Combien de fois avons-nous été témoins d'une injustice, au travail, à l'école, dans notre communauté, et choisi de rester silencieux par peur des représailles? Le courage de Claire nous inspire à dépasser cette peur. En France, où la culture valorise l'engagement citoyen, cela peut se traduire par des actions concrètes, signaler un comportement inapproprié à un supérieur, soutenir un collègue victime de discrimination ou participer à des associations locales pour défendre les droits humains. Être un lanceur d'alerte, même à petite échelle, c'est contribuer à une société plus juste. L'un des aspects les plus inspirants de l'histoire d'Amélie est sa décision de transformer son traumatisme en un moteur de changement. En créant la Fondation Dubois pour la justice, elle a canalisé sa douleur pour aider d'autres victimes de discrimination. Cette approche reflète une valeur française essentielle, la solidarité. En France, les mouvements comme les Restos du Cœur ou les associations de défense des droits montrent que les citoyens croient en l'idée d'aider les plus vulnérables. Amélie ne s'est pas contentée de gagner son procès. Elle a utilisé sa victoire pour créer un impact durable, un geste qui résonne avec l'idéal républicain de fraternité. Dans nos vies, cela nous pousse à réfléchir à la manière dont nous pouvons transformer nos épreuves en actions positives. Une expérience difficile, un échec professionnel, une injustice personnelle peut devenir une source d'inspiration pour aider les autres. Par exemple, quelqu'un qui a souffert de discrimination au travail pourrait s'engager dans un syndicat ou une association pour améliorer les conditions des employés. Amélie nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans la capacité à utiliser nos expériences pour construire un avenir meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la communauté. Enfin, l'histoire d'Amélie souligne que le racisme n'est pas seulement une question d'actes individuels, mais un problème systémique enraciné dans les institutions. En France, où les débats sur la laïcité et l'intégration sont fréquents, cette leçon est particulièrement pertinente. Le complot orchestré par Antoine Lefèvre montre comment des structures de pouvoir peuvent perpétuer l'injustice, même dans un pays qui prône l'égalité. Les réformes imposées à l'industrie aéronautique, formation anti-discrimination, conseil de surveillance indépendant, rappellent que le changement réel nécessite de modifier les systèmes, pas seulement de punir les individus. Dans notre quotidien, cela nous invite à examiner les structures autour de nous. Dans nos écoles, nos entreprises, nos associations, quelles pratiques perpétuent l'exclusion, même involontairement? Par exemple, une entreprise peut adopter des politiques de recrutement plus inclusives ou organiser des formations sur la diversité. En tant que citoyens, nous pouvons voter pour des élus qui soutiennent des réformes structurelles ou participer à des débats publics pour promouvoir l'équité. L'histoire d'Amélie nous rappelle que la justice ne vient pas seulement des tribunaux, mais de notre engagement à transformer les institutions. L'histoire d'Amélie Dubois est un miroir tendu à la société française, révélant à la fois ses failles et son potentiel. Elle nous enseigne la dignité, le pouvoir de la vérité, le courage des lanceurs d'alerte, la transformation de la douleur en progrès et la nécessité de réformer les systèmes. Ces leçons, ancrées dans les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, nous appellent à être des acteurs du changement, que ce soit par de petites actions quotidiennes ou par des engagements plus larges.
Amélie nous montre que, même face à l'injustice la plus écrasante, un individu déterminé, soutenu par une communauté, peut faire plier les puissants et ouvrir la voie à un avenir plus juste. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la lutte contre l'injustice et en la puissance de la solidarité, montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton J'aime pour amplifier ce message. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour qu'ils comprennent les enjeux de la discrimination dans notre société. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui célèbrent le courage et dénoncent l'injustice. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin d'une injustice? Comment pensez-vous que nous pouvons construire une société plus équitable? Votre voix compte, alors rejoignez la conversation et ensemble, faisons avancer la justice.